Je m'appelle Mikhail. Dans la réserve, on m'appelle Saeta, Saeta, on m'appelle Polar. Ce surnom m'a été donné à la suite d'un incident au cours duquel j'ai sorti un groupe de scientifiques d'un brouillard de 3 jours, sans boussole ni carte. On dit que j'ai un sens inné de l'orientation, comme les oiseaux migrateurs. Le 26 avril 2014 était froid, même pour la Carélie. Du givre sur les pins, de la glace sur les flaques d'eau, et l'odeur particulière du printemps, qui ne voulait pas venir sur ces terres nordiques. Je terminais ma visite matinale du quartier ouest. Dans mon sac à dos, en plus du kit standard du garde-chasse, trousse de premiers secours, talkie-walkie, carte topographique, se trouvait un sac de nourriture pour oiseaux. Une petite faiblesse. Les mésanges et les pics, ainsi que tous les oiseaux de notre réserve, traversent la période la plus difficile à la fin du mois d'avril. Les réserves d'hiver s'épuisent, et la nouvelle nourriture reste rare. La réserve de Kostomoukcha est devenue ma maison il y a 7 ans, en 2007. Mais je connais ces forêts depuis l'enfance. Je les ai connues comme chasseurs, comme pisteurs, comme braconniers. Oui, braconnier, ce mot me brûle encore la gorge quand je dois le prononcer. Pendant 10 ans, j'ai été ce que je combats aujourd'hui. Je connaissais chaque piste, chaque habitude animale, chaque moyen de contourner la loi. Tout a changé ce matin de mars, alors que je traquais une famille d'élans dans un quartier du Nord, déjà protégé à l'époque. J'avais confiance en mon invulnérabilité. Je savais que les gardes-chasse faisaient leur ronde dans cette région le jeudi et non le mardi. Je connaissais l'emplacement de tous les pièges photographiques. Mon arrogance m'a joué des tours. Le coup de feu a retenti dans le silence absolu de la forêt de l'Aube. Je visais un grand élan, mais au dernier moment, quelque chose a fait fuir les animaux. La balle a touché une femelle élan qui, comme je l'ai appris plus tard, avait 2 petits. Je l'ai vu tomber. J'ai vu les petites trépigner, sans réaliser ce qui s'était passé. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Au lieu d'achever l'animal blessé et de fuir, j'ai passé 3 jours dans la forêt à essayer de sauver les petits orphelins. En vain. Ils n'ont pas survécu. Mais ces 3 jours ont changé ma vie. Je me suis rendu moi-même au bureau de la réserve. J'ai tout avoué moi-même. J'ai obtenu un sursis et le droit, oui, c'était un droit, pas une punition, de travailler dans la réserve sous surveillance. Les 2 premières années n'ont pas été faciles. Mes collègues étaient méfiants, mes supérieurs vérifiaient mes moindres faits et gestes. Je les comprenais et ne m'opposais pas à leur indignation. Heureusement, ma connaissance de la forêt et mes compétences en matière de pistage ont fait leur travail et petit à petit, je me suis intégré à l'équipe. Cette réserve a beaucoup à protéger. 22 000 hectares de taïga carélienne intacte, des lacs à l'eau cristalline, des pins isolés, vieux de plusieurs siècles, des ours, des lynx, des élans, des loups, des carcajous, des oiseaux rares, et tout cela à la frontière avec la Finlande, ce qui crée ses propres difficultés. Le statut frontalier du territoire est un bâton à 2 tranchants. D'une part, une protection supplémentaire, les gardes-frontières ne sont pas inactifs. D'autre part, c'est une tentation pour les contrebandiers. Pour ceux qui veulent passer la frontière sans se faire remarquer, la réserve, avec ses tourbières difficiles et ses forêts profondes, est un itinéraire idéal. Et pour ceux qui pêchent des espèces rares, qu'il s'agisse d'animaux ou de plantes, c'est un trésor. Les racines de certaines plantes, la bile d'ours, les bois d'élan, tout cela est apprécié dans la médecine populaire non seulement en Russie, mais aussi en Finlande et plus loin en Europe. Je connais toutes leurs astuces, je les ai moi-même utilisées une fois. Aujourd'hui, cette connaissance m'aide à protéger ce que j'avais l'habitude de détruire. Une sorte de rédemption. En ce jour d'avril 2014, je ne savais pas qu'une autre manche serait le début de l'épreuve la plus difficile de ma carrière de garde-chasse. Que j'allais devoir affronter non seulement la ruse des braconniers et la cruauté des contrebandiers, mais aussi les mystères que la taïga garde depuis des siècles. J'avais parcouru 5 kilomètres dans la glace, nourrissant des mésanges et ajustant des pièges photographiques camouflés, lorsque la radio à ma ceinture s'est allumée dans un grésillement sec. Vassili Petrovitch, le chef de la réserve, m'appelait au cordon. Quelque chose dans sa voix me fit accélérer le pas. En 7 ans de travail, j'avais appris à distinguer les intonations. Celle-ci ne présageait rien de bon. Au cordon, j'ai été accueilli non seulement par Vassili Petrovitch, mais aussi par le capitaine Igor Sedik du service des gardes-frontières. Sa présence était déjà révélatrice de la gravité de la situation. Les gardes-frontières nous rendaient rarement visite pour rien. Nous avons trouvé des traces de passage illégal de la frontière,
commence le capitaine sans préambule, en déployant sur la table une carte détaillée de la zone frontalière. Dans la région du lac Kamenoi, d'après les traces, un groupe de 3 à 4 personnes. Comportement inhabituel, ils n'ont pas franchi directement la frontière, mais sont restés sur notre territoire pendant 2 ou 3 jours. Vassili Petrovitch a poussé vers moi un dossier contenant des photos, des empreintes de bottes nettes sur un sol humide, de la mousse, des branches cassées à hauteur d'homme. Et quelque chose d'autre a tout de suite attiré mon attention, les traces distinctives d'un véhicule tout-terrain léger aux chenilles étroites. Ces véhicules sont utilisés pour traverser les marécages, là où les véhicules ordinaires échouent. Nous devons inspecter la zone, poursuit Vassili Petrovitch. Si les intrus sont toujours dans la réserve, nous devons comprendre ce qu'ils font ici. Mikhaïl, tu connais le quartier nord mieux que quiconque. Peux-tu t'en occuper ? À 13h40, j'étais déjà sur la route. J'ai décidé d'y aller léger, je n'ai pris que l'essentiel. Une carabine SKS, 10 cartouches, un couteau, des jumelles compactes avec un grossissement de 12 fois, de l'eau et de la nourriture pour 3 jours, un sac de couchage, une trousse de premier secours, un GPS et une radio. Le poids total de l'équipement est de 17 kg. Avec un tel équipement, il est possible de marcher jusqu'à 35 km par jour, même sur un terrain difficile. Le lac Stone est un objet difficile à patrouiller. Le rivage est découpé, avec de nombreuses petites baies et criques envahies par les roseaux, où il est facile de cacher un bateau. Le long de la rive sud s'étend une bande de marais que la plupart des chasseurs évitent, mais c'est là qu'il est le plus facile pour une personne bien informée de passer inaperçue. J'ai atteint l'endroit où les traces ont été trouvées à 16h20. J'ai examiné attentivement la zone, noté les empreintes fraîches et la direction du mouvement du groupe. Ils ne se dirigeaient pas vers la frontière, mais le long de celle-ci, à l'est, vers les anciennes tourbières. Un itinéraire étrange pour de simples infiltrés. Les contrebandiers essaient généralement de traverser la zone dangereuse plus rapidement. Au crépuscule, je les avais suivis sur 5 km dans la réserve. Ils suivaient des traces d'animaux à peine visibles, évitant les zones ouvertes et les caméras de surveillance. Les criminels connaissaient manifestement le système de sécurité de la région. La nuit commençait à tomber et j'ai décidé d'installer mon campement sur une petite colline d'où j'avais une bonne vue sur la région. La nuit s'est passée tranquillement. À l'aube, après avoir bu une tasse de thé fort, j'ai continué la poursuite. La piste devenait de plus en plus distincte. Sur le sol meuble près du ruisseau, j'ai trouvé un nouveau détail, l'empreinte d'une chaussure spécifique avec un motif caractéristique utilisé par les chasseurs du village local. Cela laissait supposer qu'une personne des environs faisait partie du groupe. Vers 11h, ils ont découvert leur lieu de stationnement. Feu de camp soigneusement enterré, traces de pas minimes, mais ils ont laissé une preuve importante, un morceau d'étiquette de l'emballage d'un conteneur spécial pour spécimens biologiques, le genre utilisé pour transporter des organes et des tissus. Le tableau commençait à s'éclaircir. Alors que je suivais la piste, j'ai soudain senti une odeur faible mais distinctive. Pour le commun des mortels, elle serait imperceptible, mais tous les chasseurs connaissent cet arôme sucré de décomposition. Après m'être écarté de la route sur 50 mètres, j'ai trouvé la carcasse d'un élan dans un fourré dense de genévrier. Il s'agissait d'un mâle d'environ 7 ans, dont les cornes avaient été coupées à la base. Aucune trace de balle n'a été trouvée. Il y avait une coupure nette sur le cou, caractéristique de l'exsanguination. Il n'y a pas d'organes internes. La carcasse a été vidée de façon professionnelle, pas de dégâts inutiles. Il sort sa radio et contacte le cordon. Vassili Petrovitch ordonne de poursuivre la surveillance, mais de ne pas établir de contact. L'équipe d'extraction partira dans 3 heures. Les pistes mènent plus loin, vers la frontière. Mais quelque chose me tracassait. Une route trop droite, une piste trop évidente. Au cours de mes années de braconnage, j'avais appris à mieux dissimuler les traces. Les professionnels ne feraient pas cette erreur. Soudain, j'ai compris qu'il s'agissait d'une distraction. Ils avaient délibérément laissé une piste claire pour détourner la poursuite de quelque chose de plus important. Je me suis souvenu de la carte de la région. Il y avait une vieille cabane de chasse à 3 km au nord où les gardes-chasse entreposaient leur matériel. Il y a quelques années, elle avait été abandonnée pour cause de délabrement. Un endroit idéal pour une base secrète. Je change d'itinéraire et me dirige vers la cabane en faisant le plus attention possible. En approchant, j'ai remarqué des branches fraîchement coupées pour le camouflage et un fin fil de pêche tendu entre les arbres, à une hauteur de 40 cm du sol. Un système de signalisation primitif, mais efficace. Après avoir contourné les pièges, j'ai pris une position d'observation sur le flanc de la colline, à 150 mètres de la cabane.
À l'aide de jumelles, j'ai pu voir clairement de nouvelles traces d'activité, du bois de chauffage soigneusement empilé, une antenne satellite camouflée par des branches et une piste à peine visible provenant des chenilles d'un véhicule tout-terrain. 1 heure et demie d'observation a donné des résultats. Un homme en tenue de camouflage est sorti de la cabane, a regardé autour de lui et a disparu dans la forêt. Il revient 20 minutes plus tard avec un petit sac. À l'entrée de la hutte, il sortit du sac quelque chose qui ressemblait à une racine de plante, l'examina soigneusement et l'emporta à l'intérieur. Il décida de tenter sa chance et de s'approcher. Il quitte son sac à dos et ne prend que ses jumelles, son couteau et son talkie-walkie. Lentement, en m'abritant de chaque arbre, je me suis approché à 50 mètres. Par une ouverture dans le mur de la hutte, une lumière apparaissait. Passant d'un arbre à l'autre, je me suis approché de la petite fenêtre sur le mur du fond. Ce que j'ai vu à l'intérieur a confirmé mon intuition. 3 hommes trièrent le butin. Des racines de plantes, probablement du ginseng de Carélie, quelques champignons, des sacs de bile, de la bile d'ours, à en juger par sa taille, et des bois d'élan coupés. Tout était soigneusement emballé dans des sacs sous vide et des conteneurs spéciaux contenant du réfrigérant. Sur la table se trouvait une carte avec des points marqués, manifestement les endroits où des matériaux biologiques rares ont été collectés. À côté, une liste de prix en euros. Des sommes à 5 chiffres. Le plan de contrebande devenait clair. Des collecteurs et des chasseurs locaux extraient le matériel, le préparent pour le transport dans une base secrète, puis le transportent à travers les marais jusqu'en Finlande, où ces marchandises coûtent beaucoup plus cher en raison d'une législation environnementale stricte. En me retirant prudemment, j'ai contacté Vassili Petrovitch et lui ai transmis les coordonnées de la base. L'équipe d'extraction arrivera dans 1 heure. J'ai reçu l'ordre de poursuivre la surveillance sans révéler ma présence. De retour à la position d'observation, je remarque un mouvement à la lisière ouest de la forêt. 2 hommes portant de lourds sacs à dos sont sortis des bois, visiblement toujours en train de ramasser du butin. En regardant de plus près, je me suis figé. Je connaissais personnellement l'un d'entre eux, Sergueï Kolossov, un chasseur local avec qui nous avions autrefois pêché dans ces bois. Un ancien complice de mes incursions braconnières. La situation se compliquait. Si Sergueï était ici, cela signifiait que les contrebandiers utilisaient de vieux stratagèmes de braconnage que nous avions mis au point il y a des années. Cela expliquait leur connaissance du système de sécurité. Sergueï pouvait connaître toutes mes habitudes, mes tactiques et même la façon dont je me déplace dans la forêt. Je me suis soudain senti vulnérable. À ce moment-là, un sifflement puissant a retenti du côté de la cabane, le signal de danger conventionnel que nous avions utilisé auparavant. Quelqu'un avait repéré les signes de surveillance. Des hommes armés sont sortis de la cabane et se sont rapidement dispersés, prenant des positions de défense. Je me suis retrouvé entre 2 feux, les cueilleurs qui s'approchaient et les contrebandiers armés qui se trouvaient dans la cabane. Il n'y avait qu'une chose à faire profil bas et attendre les renforts, en espérant ne pas être découvert. Mais le destin en a voulu autrement. Un coup de vent porta mon odeur jusqu'à un chien que je n'avais pas remarqué auparavant. L'animal a aboyé, pointant du doigt ma cachette. En une fraction de seconde, la situation est passée de l'observation à la confrontation. J'ai entendu quelqu'un donner l'ordre de parcourir la forêt, puis la voix familière de Sergueï a parlé « C'est Polarny. Il n'entrera pas seul. Il a probablement appelé des renforts. Nous avons 15 minutes. » La course contre la montre a commencé. Les contrebandiers emballaient à la hâte leurs biens les plus précieux et se préparaient à battre en retraite. Je ne pouvais pas les laisser s'enfuir avec les preuves. La radio était inutile. Ils utilisaient un brouilleur de signal portable, une autre astuce de notre arsenal passé. Nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes. Après avoir évalué la distance jusqu'à la cabane et le nombre d'adversaires, j'ai décidé de prendre un risque. Je me suis rapidement déplacé vers un arbre tombé qui offrait une meilleure vue et j'ai tiré un coup de semonce en l'air. Le coup de feu résonna dans la forêt. J'ai annoncé haut et fort que la zone était encerclée et j'ai proposé de me rendre. Le bluff n'a que partiellement fonctionné. 2 des cueilleurs ont laissé tomber leur sac à dos et se sont enfuis dans la forêt. Mais le groupe principal de la cabane a pris des positions défensives, avec l'intention évidente de faire une percée et de se battre. C'est à ce moment-là que le bruit d'un moteur retentit depuis le lac. Les renforts arrivent juste à temps. Les contrebandiers ont compris qu'il était inutile de résister lorsqu'ils ont vu l'équipe de capture s'approcher. En 20 minutes, l'opération était terminée. 5 détenus, des armes saisies et une base de données complète sur les biomatériaux de contrebande. Sergueï faisait partie des détenus. Alors qu'il était conduit à la voiture, nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, on lisait moins le remords que la déception d'avoir perdu. Il a simplement dit
Tu as changé, Pollard. Oui, j'avais changé. Et maintenant, j'utilisais mes connaissances non pas pour détruire, mais pour protéger. L'opération a été l'un des plus grands succès anti-braconnage de l'histoire de la réserve. Plus de 300 000 € de biomatériaux ont été saisis et un réseau international de contrebande a été découvert. Mais je me suis rendu compte que ce n'était que le début. Les racines de la contrebande étaient plus profondes qu'il n'y paraît à première vue. Quelqu'un finançait ce système bien huilé, quelqu'un le couvrait des deux côtés de la frontière. Et ce quelqu'un devait savoir, pour moi et mon passé. Le soir, de retour à mon cordon, j'ai trouvé un panneau sculpté sur la porte, le même que celui utilisé dans notre ancien camp de braconniers pour signaler un danger. Le message était clair. La guerre ne faisait que commencer. Assis sous le porche, je regarde longuement la forêt qui s'assombrit. Quelque part, parmi les pins séculaires et les marécages infranchissables, il y avait d'autres secrets qui attendèrent d'être découverts. Et l'un d'entre eux allait bientôt me faire remettre en question la nature même de la réalité. Le 15 mai 2014, 2 semaines après l'opération avec les contrebandiers, les éleveurs de rennes locaux ont lancé un appel étrange. À 30 km du cordon, dans le quartier Est, ils ont découvert une zone inhabituelle, une armoise parfaitement ronde d'environ 12 mètres de diamètre, où toute la végétation semblait roussie, bien qu'il n'y ait aucune trace d'incendie. Maria Ilinishna, une vieille femme carélienne d'un village voisin, lorsqu'elle a appris la nouvelle, a fait une croix sur son cœur et a refusé de s'approcher de notre cordon, même pour y chercher des herbes médicinales. Selon elle, il s'agissait de zones de mort, de lieux où les esprits de la forêt punissent les gens qui enfreignent les anciennes lois de la taïga. Vassili Petrovitch a traité la découverte avec un intérêt scientifique, mais a décidé de m'envoyer. Il s'agit probablement d'un phénomène naturel, a-t-il supposé, mais prenez des photos et des échantillons détaillés. Le lendemain matin, je me suis déplacé vers l'est. La journée promettait d'être claire, mais le temps en Carélie a ses propres règles. À l'heure du déjeuner, des nuages bas couvraient le ciel. Dans mon sac à dos, en plus de l'équipement standard, j'ai emporté des tubes à essai pour les échantillons de sol et de plantes, un analyseur de gaz compact et un thermomètre pour mesurer la température du sol. Antti, l'éleveur de cerfs, m'a rejoint à l'endroit convenu. C'était un Finlandais petit et râblé, au regard perçant. Malgré son statut de frontalier, il se déplaçait librement des deux côtés, un droit ancestral des peuples samis que même les frontières modernes n'ont pas réussi à abolir. « Les animaux évitent cet endroit », dit-il en indiquant la direction. « Même les corbeaux ne s'en approchent pas. » Une demi-heure plus tard, j'ai vu le premier cercle. Il était parfaitement plat, comme tracé à l'aide d'une circulaire. À l'intérieur, l'herbe était brune, comme séchée. Les lichens sur les rochers avaient perdu leur couleur. La mousse avait l'air carbonisée, mais il n'y avait pas d'odeur de fumée ou de produits chimiques. Arrêt au bord du cercle et première point mesure. La température à l'intérieur du cercle était supérieure de 3 degrés Celsius à celle de l'extérieur. Le compteur Geiger affichait des valeurs normales, mais l'analyseur de gaz a détecté des niveaux élevés de méthane et de sulfure d'hydrogène. J'ai pénétré avec précaution dans le cercle. Une sensation étrange, comme si l'air était devenu plus épais. Des vertiges à peine perceptibles, un goût métallique dans la bouche. Après 5 minutes à l'intérieur, je me suis senti légèrement nauséeux, et je suis retourné à l'extérieur du périmètre. Les symptômes ont rapidement disparu. J'ai prélevé des échantillons de sol au centre, au bord et à l'extérieur du cercle. Prélèvement d'échantillons de plantes. J'ai tout documenté à l'aide d'une caméra. Antti observait de loin, refusant de s'approcher. « Y a-t-il d'autres endroits comme celui-ci » ai-je demandé. « Oui » a-t-il acquiescé. « Je connais 3 cercles. Ils sont tous apparus ce printemps. Les vieux disent qu'ils en ont vu un quand ils étaient enfants, il y a 60 ans. Il y a eu de gros problèmes par la suite. Antti m'a montré le 2e cercle, à 2 km du premier. La même forme parfaite, mais plus grande, environ 15 mètres de diamètre. Ici, la zone morte avait envahi un jeune pin. L'arbre était desséché, avec des aiguilles tombées, comme si plusieurs années s'étaient écoulées depuis sa mort. J'ai remarqué une particularité étrange. Les cercles étaient situés sur la même ligne. En traçant l'itinéraire sur la carte, je me suis assuré que le 3e cercle se trouvait dans la même direction. La coïncidence semblait improbable. Le 3e cercle s'est avéré être le plus grand, 20 mètres de diamètre. J'y ai découvert quelque chose de nouveau. Au centre du cercle se trouvaient des plantes étranges, des pousses pâles, presque blanches, différentes de la flore locale. Elles semblaient briller dans le crépuscule qui s'annonçait.
Pendant que je prélevais des échantillons, j'ai entendu des branches craquer. Au bord de la clairière se tenait un grand élan, une rareté dans ces lieux après l'incident avec les contrebandiers. L'animal me regardait droit dans les yeux, et dans son regard je pouvais lire non pas de la peur, mais un avertissement. Un avertissement. Après quelques secondes, il s'est retourné et a disparu dans la forêt. « Le maître avertit, » dit Anti à voix basse. « Il ne faut pas être ici après le coucher du soleil. » Ils rentrèrent en silence. De gros nuages planèrent sur la forêt. Un malaise inexplicable grandissait. Il semblait que la taïga elle-même nous observait, évaluait, décidait de quelque chose d'important. Dans la cabane de chasse où nous avons passé la nuit, Anti a fini par nous raconter une légende locale. Lorsque l'esprit de la terre est en colère, il laisse échapper son souffle. Ce souffle fait mourir tous les êtres vivants en formant des cercles. C'est alors qu'apparaissent les enfants blancs de la terre, des plantes qui se nourrissent non pas du soleil, mais du souffle de la terre. J'ai écouté, en notant automatiquement dans mon journal. En tant que scientifique, je voulais trouver une explication rationnelle, mais mon intuition me disait qu'il y avait là quelque chose de plus que du folklore. Le matin, je suis retourné au 3e cercle avec un appareil de mesure de la température en profondeur. À 1 mètre de profondeur, la température était de plus 15 degrés Celsius, alors que la température extérieure était de plus 6 degrés Celsius. Un gradient inhabituellement élevé. Au centre du cercle, j'ai creusé un petit trou. À une profondeur de 50 cm, j'ai trouvé une fissure dans la roche d'où le gaz était à peine visible. Lorsque j'ai approché un briquet de cette fissure, j'ai vu la flamme passer de l'orange au bleu. Tout s'est alors mis en place. Un phénomène géologique, du gaz naturel s'échappant d'une faille. Le méthane, le sulfure d'hydrogène et d'autres gaz remontant à la surface ont un effet dévastateur sur le système racinaire des plantes. Des émissions régulières ont créé des cercles parfaits, et les plantes blanches inhabituelles se sont adaptées aux niveaux élevés de soufre et de méthane. Mais pourquoi les émissions ont-elles commencé maintenant? Et pourquoi à des endroits strictement définis, sur la même ligne? De retour au cordon, j'ai étudié les cartes géologiques de la région. Il s'est avéré que les cercles sont situés exactement au-dessus d'une ancienne faille dans l'écorce terrestre. Il y a 60 ans, lorsque selon Anti, un phénomène similaire a été observé, une série de petits tremblements de terre a été enregistrée dans la région. Les données sismographiques de ces derniers mois ont montré une augmentation de l'activité microsismique. La nature se préparait à quelque chose d'important. Un rapport détaillé a été rédigé et des échantillons ont été envoyés au laboratoire de la réserve. La théorie a été confirmée, la teneur en sulfure, en méthane et en autres gaz a augmenté. Mais la question restait entière. Pourquoi l'ancienne faille s'était-elle activée maintenant ? La réponse est venue 1 semaine plus tard, lorsque les sismographes ont enregistré un tremblement de terre d'une magnitude de 4,2, le plus fort des 60 dernières années dans cette région. L'épicentre se trouvait exactement sur la ligne des cercles mystérieux. Les anciens avaient raison. Les cercles annoncèrent des problèmes. Mais pas à cause de la colère des esprits, mais à cause du mouvement des plaques tectoniques. La nature nous mettait en garde dans un langage que nous avions presque oublié de comprendre. Mais l'histoire des cercles a eu une suite inattendue. En étudiant les plantes blanches du 3e cercle, les scientifiques ont découvert une espèce inconnue jusqu'alors, capable de vivre dans des conditions extrêmes à forte teneur en sulfure d'hydrogène, et dans leurs racines, des composés aux propriétés antibactériennes inhabituelles. La nature n'a pas seulement présenté des énigmes, mais aussi des cadeaux. Il suffit d'apprendre à les reconnaître. Le mois d'octobre 2014 a été froid. La neige précoce a recouvert la taïga d'un linceul blanc, cachant les feuilles mortes et transformant la forêt en un royaume gelé. Le 12 octobre, la température est tombée à moins 15 degrés Celsius, ce qui était anormal même pour la Carélie. Après une ronde matinale dans le quartier nord, je suis retourné au cordon. À 14h30, Vassili Petrovitch m'a appelé. Sa voix tendue signalait une urgence. Un signal avait été reçu de la balise de détresse. Un permis de chasse à l'élan a été délivré à Igor Savin, 19 ans. Il était censé revenir hier soir. Le nom de famille Savin m'a rappelé quelque chose. J'ai vérifié auprès de mes supérieurs. Oui, son père est Stepan Savin, le même inspecteur qui m'a détenu il y a 7 ans. L'homme qui m'a donné une chance de changer. À 15h20, j'étais déjà sur la piste d'Igor, à partir de l'endroit où se trouvait le dernier signal de la balise. La neige fraîche portait encore des empreintes de bottes claires. Le gars avançait avec assurance, sachant clairement où il allait.
Trop confiant pour un débutant, il s'enfonçait dans les endroits les plus protégés. Après 3 kilomètres, les pistes ont quitté le sentier de chasse pour entrer dans une forêt dense d'épicéas. C'est là que se termine la zone autorisée. La situation était claire. Le fils de l'inspecteur avait décidé de braconner. Dans la soirée, je suis arrivé dans une clairière où se trouvaient des traces fraîches d'élan, pas moins de 3 individus. Igor les avait manifestement poursuivis. Mais plus loin, les traces sont devenues chaotiques, empreintes désordonnées, branches cassées, sang sur la neige. La chasse ne s'est pas déroulée comme prévu. À en juger par les traces, l'homme a blessé l'élan, mais pas mortellement. L'animal blessé s'est enfoncé dans le fourré et le chasseur l'a poursuivi. Une erreur classique de débutant, un animal blessé peut être extrêmement dangereux, surtout pendant la saison des amours. La nuit tombait. La neige tombait plus fort, recouvrant les traces. J'ai allumé ma lampe frontale, mais la visibilité ne dépassait pas 10 mètres. Soudain, le silence a été rompu par un faible cri humain. En me rapprochant du bruit, j'ai trouvé Igor au bout de 200 mètres. Il était assis, adossé à un arbre, la jambe anormalement tordue. À 5 mètres de lui, il pouvait voir un piège de chasse, un vieux modèle, interdit depuis plus de 10 ans. Cruelle ironie du sort. Un braconnier était tombé dans un piège de braconnier. À sa voix tremblante de douleur et de froid, j'ai compris que l'homme avait peur, mais qu'il était conscient de sa culpabilité. Je lui ai expliqué qu'il fallait attendre avant de parler, l'essentiel étant de le sauver. L'examen a montré une fracture ouverte du tibia, une hémorragie importante. La température ne cessait de chuter, elle était d'environ moins 18 degrés Celsius. À ce rythme, il ne lui restait pas plus de 3 à 4 heures à vivre. J'ai posé un garrot et fixé sa jambe à l'aide d'une attelle faite maison avec des brindilles. J'ai injecté des analgésiques provenant de la trousse de premier secours. La communication n'a pas fonctionné, les montagnes ont créé une ombre radio. J'ai expliqué à Igor que nous devions nous rendre à l'abri le plus proche. La cabane de forestier la plus proche se trouvait à 5 km. Dans des conditions normales, il faut compter 1 heure de marche. Avec un homme blessé, dans la neige, dans l'obscurité, au moins 4 heures. En chemin, le gars m'a avoué qu'il me connaissait. Il m'a appelé Polar, mon père avait parlé de moi. Il était curieux d'apprendre que Stépan me donnait en exemple. Logique perverse, le fils a décidé de répéter mon parcours depuis le début. La tempête de neige empirait. La visibilité était réduite au minimum. Nous devions nous orienter plus à l'instinct qu'à l'aide d'instruments. Au bout d'1 heure, Igor a commencé à perdre connaissance, signe d'hypothermie. Nous avons dû nous arrêter, faire un feu, le réchauffer, perdant ainsi un temps précieux. Son visage pâle paraissait très jeune à la lueur du feu. Nous nous sommes enquis de la cause de l'infraction. La réponse fut surprenante. Le garçon voulait prouver qu'il était capable d'être comme son père, ou comme je l'ai été. Selon Stépan, j'étais le meilleur braconnier qu'il ait jamais attrapé, et je suis ensuite devenu le meilleur garde-chasse. À minuit, le blizzard s'est transformé en véritable tempête. Igor ne pouvait plus marcher. J'ai compris que nous n'atteindrions jamais la cabane. Nous devions prendre le risque de construire un abri ici. Au fil des années passées dans la taïga, j'ai appris des techniques de survie. J'ai trouvé un épicéa tombé et j'ai construit un abri avec des branches d'épicéa. J'ai allumé un feu dans une niche spéciale pour que la chaleur soit réfléchie par le tronc dans l'abri. Il a allongé le garçon et l'a recouvert de sa veste de rechange. Lorsqu'il s'est interrogé sur les raisons qui m'avaient poussé à aider l'intrus, il a répondu simplement que son père avait fait la même chose pour moi. J'ai gardé le feu allumé toute la nuit, empêchant la température de l'abri de descendre en dessous du point de congélation. Au matin, la tempête s'était calmée. Le ciel était plus clair. Les communications ont été rétablies et j'ai pu appeler à l'aide. L'hélicoptère est arrivé 3 heures plus tard. Les médecins ont emmené Igor. Le pronostic était favorable. Sa jambe allait guérir et les gelures étaient évitées. Avant de monter dans l'hélicoptère, la question de la possibilité de devenir garde-chasse était dans les yeux de l'homme. Mon sourire a été sa réponse. L'histoire prenait une nouvelle tournure. 1 mois plus tard, Stépan Savin est venu en personne à mon cordon. Nous ne nous étions pas vus depuis 7 ans, depuis le jour même de notre détention. Après un long silence, il m'a dit que son fils voulait devenir mon stagiaire lorsqu'il serait rétabli. La taïga ne donne pas de seconde chance à tout le monde, mais elle l'a fait pour le fils de Stépan. Nous savions tous les deux qu'il faut parfois se perdre pour trouver le bon chemin. Parfois, il faut être pris au piège pour comprendre la valeur de la liberté. Et parfois, le professeur le plus sévère, la nature elle-même, s'avère être le plus juste. Le printemps 2015 est arrivé tôt dans la réserve naturelle de Kostomoukcha.
La neige a fondu à la mi-avril, laissant apparaître la mousse et les aiguilles de l'année dernière. Les premiers oiseaux migrateurs sont revenus du sud, remplissant la taïga d'homonymie et d'agitation. Je me tiens sous le porche de mon cordon avec le sac habituel de nourriture pour les oiseaux de proie. Il y a 8 ans, j'ai franchi le seuil de cette maison pour la première fois, un ancien braconnier qui a eu une chance de se racheter. Aujourd'hui, il y aura un autre habitant. Igor Savin, qui s'est remis de sa blessure, commence son stage dans une semaine. Le chemin qui mène du cordon à la forêt a déjà été déneigé, même si le dégel printanier se fait encore sentir à certains endroits. Je l'ai emprunté pour poursuivre des contrebandiers, explorer des cercles mystérieux et sauver une âme perdue. La taïga m'a beaucoup appris au fil des ans. Le plus important, c'est qu'elle ne divise pas le monde en noir et blanc. Il n'y a pas de mal absolu ni de bien absolu. Il n'y a que l'équilibre que nous, les humains, perturbons si souvent. Je répands de la nourriture sur une plateforme spéciale. Une mésange familière arrive. Je la reconnais à la marque sur son aile. Je pense qu'elle me reconnaît aussi. Dans la taïga, tout est lié par des fils invisibles. L'homme et l'oiseau, le prédateur et la proie, le braconnier et le garde-chasse. La radio sur le rebord de la fenêtre annonce les prévisions météorologiques. On nous promet un mois de mai chaud. Dans les cercles brûlés de l'année dernière, comme l'ont rapporté les scientifiques, des plantes ordinaires ont commencé à germer. La nature panse ses plaies. À partir des pousses blanches, ils ont réussi à isoler une substance aux propriétés uniques, qui est maintenant étudiée en laboratoire. Je souris à mes pensées. Le chemin que j'ai choisi un jour s'est avéré être le bon. Pas facile, souvent dangereux, mais juste. Et bientôt, un autre homme le suivra en quête de rédemption. Demain, nous repartons. La taïga nous attend. C'est la fin de l'histoire du garde-chasse Mikhail Polar. La vie dans la réserve naturelle de Kostomoukcha se poursuit comme d'habitude, aussi majestueuse et imprévisible que la taïga nordique elle-même. Qu'en pensez-vous ? L'homme peut-il vraiment se racheter devant la nature ? Un ancien braconnier peut-il devenir le meilleur défenseur de la forêt ? Et que se serait-il passé si Igor n'avait pas eu sa seconde chance ? Peut-être avez-vous vos propres histoires de rencontres avec des animaux sauvages mystérieux ou des personnes dont le destin est étroitement lié à la taïga. Partagez-les dans les commentaires, je serai ravi de les lire. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette histoire et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires passionnantes. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans les prochains épisodes.